Voilà, c'est ici qu'on a rendez-vous secrètement avec l'inventeur de ça. Ça, c'est un TV Bigone et ça a pour seule et unique fonction d'éteindre tous les écrans. New TV Bigone. Qu'est-ce que tu disais? It works up to about 17 meters, depending on the TV. 30 degrees. Yeah, so if it's head on, it works much better. If you're on an angle, you have to be closer. If you push the button, you can turn the TV back on again, or you can turn another TV off. And another one. And another one. Là, il y a une pile. Là, il y a le bouton qui lance l'ensemble des codes. Là, il y a une puce qui a l'ensemble des codes. Et là, il y a une diode qui émet, comme n'importe quelle télécommande, une diode infrarouge, quoi. Bon, nous, on est ici, ok? C'est Paris. On a des relais sur Nantes, Toulouse, Marseille, Caen, en Belgique. Et ensuite, on a Genève. Dans chaque endroit, on produit plein d'attaques de TV Bigone. Mais pas, l'idée n'est pas d'en faire tant que ça, mais il faut en faire, disons, moi je dirais à peu près 5, d'une manière récurrente, c'est-à-dire qu'il faut insister. Vous avez mis des gens dehors de votre magasin. D'accord. Monsieur, s'il vous plaît. Vous êtes payé votre commercial? Je voudrais récupérer mes amis. Tu as combien sur lequel des clients, on va appeler la police. On va vous expliquer, c'est la flic qui va vous expliquer. D'accord. Nous, au niveau commerce, après, nous, on peut pas notre travail. Vous voyez, ce que si vous éteignez tout le temps les télé, les gens, ils achètent plus. Vous savez quoi? Monsieur, vous êtes en commerce, il y a la vidéo ou pas? C'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé là? Eh ben, j'étais tranquillement en train de zapper un ou deux téléviseurs de plus. Et là, il y a un monsieur qui a fait c'est lui, regardez, c'est lui qui éteint toutes les télés, regardez. Et là, il y a eu des vigiles qui sont venus, qui ont fait ouais, qu'est-ce qu'il a fait? Et le monsieur, il a dit hey, il a éteint les télés. Alors les gars vigiles un petit peu, ils ont eu du mal, ils ont fait ouais, ah oui, ça, on doit le prendre avec nous alors. Avant qu'on arrive. « 54,87% pour le non, très exactement, 45,13% pour le oui. Et regardez aussi la carte de France de ce vote. Elle est pratiquement homogène. Le non en rouge l'emporte partout. On peut le dire ce soir, c'est probablement la réplique la plus violente que l'on pouvait imaginer du séisme politique survenu le 21 avril 2002. C'est un choc, David, ce soir, un choc pour l'Europe, mais aussi un choc pour la quasi-totalité des partis de gouvernement en France. Mais quelle parole, Arnaud Montebourg? Parce que le nom est très disparate. Je vais demander à chacun d'entre Quelle vous, parole? finalement, Celle de Marine Le Pen ou la vôtre?
Le Premier ministre Jean-Pierre Raffarin reçu pendant une demi-heure par Jacques Chirac ce matin au Palais de l'Élysée. Il faut s'attendre cet après-midi ou demain à sa démission après le séisme politique d'hier. Un non massif au référendum. On a demandé à Henri Mahler, qui est l'un des co-animateurs d'Acrimed, Action Critique Média, de venir à Zaléa ce soir pour regarder avec nous quelques séquences qu'on a sélectionnées. Si tu veux bien, on va te présenter des trucs par surprise. Bah oui. Je pense qu'à partir de ce qu'on va voir là, on va pouvoir décortiquer, démêler un petit peu la manière dont ce média très chaud et le média roi, quoi, qu'est la télévision, a travaillé dans l'après-29 mai, dans l'après-référendum. L'Acrimed, c'est un petit peu l'un de ses axes, d'étudier la télé, mais pas que la télé. Dis-nous en deux mots ce que fait l'Acrimed. On fiche bien qui tu es, d'où tu viens, quoi. Non, mais dans le cas précis du traité constitutionnel européen, en prenant comme exemple, on a fait un énorme travail collectif avec les petits copains pour lire pas lu, d'observation des médias. Pour une fois, sans faire un travail exhaustif, ce qui est absolument impossible, on a fait un travail suffisamment étendu, précis, rigoureux, d'observation, d'analyse, etc., pour pouvoir dire, en le fondant pas simplement sur des impressions, mais sur des éléments concrets et vérifiés, à la fois le déséquilibre absolument gigantesque, mais extraordinaire de l'information et de la désinformation sur le sujet. Les pires, c'est quoi? C'est la télé, enfin, en termes d'impact, c'est la télé, mais oui, la presse écrite aussi, beaucoup, tout le monde. Tout le monde. Il y a un vrai problème qui est que, sous couvert de liberté d'expression de chacun des éditorialistes pris un à un, on se trouve dans une situation qui fait que la quasi-totalité des médias dominants ont fait campagne pour le oui. Voilà, c'est aussi simple que ça. Selon les chiffres CSA que vous connaissez, la télévision a accordé 57% de son temps au oui contre 43% au non. Vous qui êtes, si j'ose dire, aux premières loges, vous avez ressenti ce déséquilibre ? Non, moi j'ai ressenti que dans les tout premiers jours, les toutes premières semaines, on a effectivement eu tendance à considérer que le oui était naturel, qu'il allait s'imposer et donc qu'il fallait donner la parole aux partisans du non, mais que finalement c'était un peu une formalité. Oui. Très rapidement, quand on s'est aperçu que le débat passionnait les gens, quand on est rentré dans le détail des choses, à ce moment-là on a rééquilibré les choses. C'est un déséquilibrage sur 20 ans si on veut être sérieux quand même. Je veux dire, la propagande en faveur de l'Europe libérale n'a pas commencé le jour où le traité constitutionnel européen a été soumis à l'appréciation. Les gens se sont insurgés tout à la fois contre l'Europe qu'on leur a construite et qu'on leur demandait de recodifier ou de resacraliser, et ils se sont insurgés du même coup contre la propagande qui s'est déversée sur les télévisions depuis des années et des années autour d'une certaine conception de la société, de la vie européenne, des échanges, etc. etc. La surpuissance de la Chine dans 10-20 ans, les équilibres mondiaux, si l'Europe n'est pas forte, je pense que malheureusement, il faut dire aux Français, oui, les problèmes sociaux, votre petit confort personnel, eh bien aujourd'hui ça doit passer en second. Il y a des choses beaucoup plus graves qui risquent de nous tomber sur la tête dans les années à venir et il faut défendre l'Europe. Puisqu'ils passent leur temps à dire qu'ils ont le monopole de la raison, c'est qu'ils ont le monopole de la raison. Et une fois qu'ils ont le monopole de la raison, ils ont forcément le monopole de la pédagogie. Et par conséquent, si le peuple est réfractaire à la pédagogie, il n'y a que deux solutions. Ou il faut changer de pédagogue. Ça ça impliquerait un auto-licenciement massif qui est quand même peu concevable, ou bien il faut changer de peuple. Et donc, la pente générale de leurs commentaires, c'est souveraineté du peuple, hélas. Je crois que l'Europe ne peut être forte que si les nations sont fortes. Et que des repères nationaux forts, c'est tout le contraire du nationalisme. Les nations fortes aujourd'hui, comment elles s'expriment? Comment s'exprime la force de la nation? Excusez-moi de laisser finir. Non, j'ai pas tout à fait fini. Ça s'exprime par un poujadisme dont on vient de découvrir qu'il y en a deux. Un poujadisme de gauche, un bon poujadisme qui est le poujadisme de gauche, et un mauvais poujadisme qui est le poujadisme d'extrême droite ou de droite souverainiste. Alors, quand on regarde la rhétorique souverainiste et donc ce poujadisme, on se rend compte que c'est les mêmes mots qui reviennent à droite ou à gauche. Mais ça n'empêche qu'on voudrait nous faire croire qu'il y a un bon poujadisme et un mauvais poujadisme. La réplique. Alors, Philippe Val, présente-nous un petit peu, parce qu'il est partout. On peut difficilement ouvrir une chaîne ou écouter une radio ou lire le Charlie Hebdo, évidemment. C'est le rédac-chef et l'éditorialiste, mais... Je pense simplement qu'il recycle au sein des médias dominants le capital d'impertinence, de contestation qui a été celui de Charlie Hebdo. Quand on pense que ce que fut Charlie Hebdo, héritier d'Harakiri, et ce que aujourd'hui Philippe Vat fait dire à ce journal, la place
qu'il lui donne et qu'il lui accorde par les prestations médiatiques qui sont les siennes, on se rend compte que les médias dominants sont des machines à recycler l'impertinence et la contestation. C'est vous aujourd'hui la pensée unique avec vos 55%. C'est vous qui êtes majoritaire. Donc maintenant on peut parler, on est dans la minorité, on peut être créatif et on peut vraiment essayer des trucs. Il y a quelque chose d'intéressant dans cette affaire, c'est qu'ils sont aveuglés par leur propre domination. Ouais. C'est pas parce qu'ils sont méchants, maléfiques, etc. Littéralement, ils ne se rendent pas compte. Ils ne voient pas, ils ne voient plus. Et en particulier, ce qu'ils ne voient pas, c'est que ils croient qu'ils tirent leur légitimité de prescripteurs d'opinion. Du fait qu'ils font partie d'une élite intellectuelle autoproclamée. Cher Julie, dans l'IB, c'est un édito qui va rester dans l'histoire. Le lendemain du référendum, l'édito de Cher Julie. Je pense que celui de... Mais comme du poisson pourri, on se fait engueuler, on se fait pourrir. Vraiment, le pire, c'est quoi tu dis? Le pire était peut-être celui qu'il a sorti quelques jours avant le scrutin. Ouais. C'est-à-dire où il conseillait à Jacques Chirac de dissoudre l'Assemblée nationale, parce que comme ça, le peuple ou les gens qui s'apprêtaient à voter non l'auraient dans le baba. C'est-à-dire, il expliquait à Jacques Chirac ce que Jacques Chirac devait faire pour que l'électorat de gauche, dont une large partie s'apprêtait à voter non au référendum, et l'autre, si elle votait oui, n'est pas spécialement favorable à Jacques Chirac, puisse être cocufié grâce à ce conseiller du prince intronisé dans Libération. Le lendemain du scrutin, le même, qui par ailleurs est chroniqueur à l'émission de France Europe Express, il faut toujours le rappeler. Et oui, il faut le rappeler. En compagnie de Christine O'Krent, dont on sait que quand elle pose une question, c'est déjà un éditorial. Si telle est l'orientation dominante, faut-il nécessairement que le Parti socialiste se prépare à s'opposer et à dire non à tout et à critiquer toute forme d'initiative? Parce qu'on retomberait en quelque sorte, au niveau politique en tout cas, dans une forme d'immobilisme que les Français ressentent assez mal. Je ne veux pas mettre sur le même plan la façon dont ont procédé tel ou tel présentateur de journal ou animateur de débat et ce qu'a fait Christine O'Krent, qui était en toute arrogance, parfaitement conscient, voulu. Son émission, France Europe Express, était une émission en faveur de l'Europe libérale, avant même qu'il soit question du traité constitutionnel européen. De la même façon, la soirée électorale, quand on regarde les comportements respectifs de Claire Chazal et de Patrick Poivre d'Arvor, Claire Chazal a lâché une bordée de questions qu'on a relevées d'ailleurs sur le site d'Acrimen. Tiens, on en regarde une. C'est bien que tu en parles, on en regarde une justement, puisque c'était la séquence d'après. Regardons ça. Vous parlez de défaite, Ségolène Royal est avec nous, on a entendu François Hollande tout à l'heure, il est parti de façon très offensive aussi contre le gouvernement, mais est-ce que c'est pas aussi au Parti Socialiste à faire son autocritique? Il y a eu un non qui s'est exprimé majoritairement dans ce scrutin, alors qu'il ne s'était pas exprimé au sein des militants. Est-ce qu'il n'y a pas eu une erreur? Est-ce qu'il n'y a pas eu, au fond, un défaut de communication ou d'efficacité, j'allais dire, de la part des dirigeants socialistes? Elle tient un discours de communicante. Il faut regarder le vocabulaire qu'elle utilise. Elle pose des questions sur les défauts de communication qui auraient été celles des leaders politiques qu'elle interroge, qu'ils soient de gauche, de droite, d'extrême gauche, peu importe. Voilà. C'est un problème, j'allais dire, comme selon le tic verbal qui est le sien, j'allais dire c'est un défaut de communication. C'est quand même intéressant de voir comment elle a intégré, ce qui doit être aussi le cas de son partenaire présentateur de TF1, elle a intégré le modèle de la communication marketing dans la pratique du journalisme. Or, la communication, pour être efficace, doit être positive. On ne peut jamais rehausser l'image d'un produit, d'une marque ou d'une entité comme l'Europe avec simplement de la communication. Les enjeux en communication politique ne sont pas les mêmes qu'en communication commerciale. En revanche, les techniques sont les mêmes. Les consommateurs sont des citoyens et réciproquement. Je pense que PPDA, si mon impression est fondée, vous le recoupez, puis dans d'autres circonstances, on le verra sans doute intervenir comme un chien, mais j'ai l'impression qu'il a intégré, lui, les exigences de l'audimat. Et à 34% également, ce traité est particulièrement difficile à comprendre, et je crois que tout le monde est assez d'accord. Particulièrement difficile à comprendre, et je crois que tout le monde est assez d'accord. D'ailleurs, les résultats, si je me souviens bien, c'est que